On s'est toutes fait avoir. L'autre soir, je prends mon téléphone juste pour regarder la météo, promis. J'ouvre Instagram, juste une seconde. Et la chose suivante dont je me souviens, c'est que je suis en train de regarder un tuto pour fabriquer une table basse en résine époxy. Je n'ai même pas de balcon. 1 heure venait de s'évaporer. C'est un classique. Et ça nous plonge directement au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Où s'arrête la persuasion et où est-ce que la manipulation commence? C'est une ligne de crête. Et on va essayer de la trouver ensemble. Exactement. Et pour ça, on a une piste de source assez éclectique. Ça va de discussions passionnées sur des forums comme Reddit, à des articles universitaires très pointus sur le droit de la pub, en passant par des analyses de marketing digital. On a même une entrevue avec l'hypnotiseur Mesmer, qui fait des parallèles assez bluffants avec les réseaux sociaux. Notre mission, si on l'accepte, décortiquer tout ça pour armer un peu notre esprit critique, comprendre les mécanismes qu'on nous applique tous les jours, pour qu'on puisse peut-être y voir un peu plus clair la prochaine fois qu'on aura une envie soudaine d'acheter une table en résine. Mission acceptée. Bon, alors, par où on commence? La question de base qui revient partout, c'est quoi, au fond, la vraie différence entre persuader et manipuler? C'est la question à 1 million. En épluchant un peu les sources, notamment les débats sur Reddit, on voit que ça tourne autour de 2 grandes idées. La première, c'est l'intention. Est-ce que la personne qui essaie de te convaincre est honnête? D'accord? La manipulation, ce serait quand tu sais que tu mens ou que tu caches des infos pour que l'autre arrive à une conclusion qui t'arrange, mais qui est fausse. Je vois. Quelqu'un dans les discussions donnait un exemple qui m'a marqué. Les médecins qui, dans les années 50, recommandaient de fumer. Oui, Avec le recul, c'est une aberration totale. Mais à l'époque, avec les connaissances qu'ils avaient, ils étaient sincères. Ils persuadaient de bonne foi, ils ne manipulaient pas. c'est exactement ça. Leur intention n'était pas de nuire. Et ça nous amène à la deuxième idée, qui complète la première, la transparence. La transparence, Quand on persuade, les cartes sont sur la table. Un vendeur de voiture, tu sais qu'il veut te vendre une voiture. C'est son but, il ne le cache pas. La manipulation, c'est quand il y a un agenda caché. On te cache des informations essentielles. le genre de détails qui, si tu les connaissais, te ferait dire « Ah non, en fait, je suis pas d'accord. Ton consentement est biaisé, quoi. Ton oui ne veut plus rien dire. » Voilà. En gros, un test tout simple qui ressort des discussions, c'est TO. Est-ce que la personne serait plus ou moins convaincue si elle savait tout ce que je sais, y compris mes intentions? Si la réponse est moins, on est probablement du côté obscur de la force. J'adore ce test. C'est simple et direct. Ça me fait penser à un article académique qu'on a. Il dit que la persuasion peut tout à fait jouer sur l'émotion pour toucher les gens, et qu'il n'y a pas de mal à ça. La manipulation, par contre, c'est le règne du la fin justifie les moyens. La vérité, elle n'est plus une priorité. Et là, on met le doigt sur le point le plus sensible, les émotions. C'est la zone grise par excellence. Carrément. Est-ce que faire pleurer dans les chaumières pour vendre un produit, c'est de la manipulation? Si une pub me fait rire aux éclats, est-ce qu'on est en train de me jouer un tour? C'est la question centrale. Une des sources cite un exemple littéraire parfait, Iago, qui manipule Othello dans la pièce de Shakespeare. Ah oui, Il ne lui amène pas de fausses preuves au début, non. Il joue avec ses tripes, il sème le doute, il attise sa jalousie, il nourrit sa peur. C'est de la manipulation émotionnelle à l'état pur. d'accord. Mais à l'inverse, si on prend une campagne de la sécurité routière avec des images hyper choquantes, ça joue sur la peur, c'est clair. Mais le but, c'est de sauver des vies. On est où là? On est dans ce que les sources appellent la persuasion morale. L'appel à l'émotion devient manipulateur quand il sert à court-circuiter ton jugement pour un objectif qui n'est pas dans ton intérêt, ou qui repose sur des mensonges. Provoquer de l'empathie pour une cause humanitaire, ce n'est pas de la manipulation. Mais Vendre une boisson sucrée en l'associant à un bonheur familial idyllique, ça commence à devenir discutable. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que la publicité moderne a compris ça depuis des décennies. Elle ne parle plus à notre cerveau rationnel, elle chuchote directement à notre inconscient. Un des articles explique que, pour ça, il faut utiliser son langage à lui. Les images, les métaphores, le rêve. Regarde les pubs pour les parfums, c'est l'exemple parfait. On ne te parle jamais de la pyramide olfactive ou des composants chimiques. Jamais. On te montre une histoire, une femme qui défie la gravité, un homme qui incarne une virilité sauvage. On associe le produit à des concepts hyper puissants, la liberté, le désir, le succès. Et notre inconscient fait le lien, sans même qu'on s'en rende compte. Et ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Un article sur le web marketing parle carrément d'hypnomarketing et d'une technique qui s'appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est une technique qui vient de l'hypnose et de la PNL, la programmation neurolinguistique. Le principe est simple. Associer une émotion très forte à un déclencheur. Ce peut être un son, une image, n'importe quoi. D'accord. L'exemple cité est génial. Nike et Roger Federer.
Pendant 20 ans, qu'est-ce qu'on a vu? Le logo Nike, à côté de l'élégance, de la victoire, de la classe, du fair play. À force de répétition, ton cerveau ancrait la marque à ses émotions positives. Donc voir le swoosh de Nike peut suffire à déclencher une microdose de cette sensation de victoire dans notre cerveau. C'est puissant. C'est le but. Et ça s'appuie directement sur les travaux du prix Nobel Daniel Kahneman et ses deux systèmes de pensée. Ah oui, le système 1 et le système 2. Exactement. Le système 1, c'est notre pilote automatique, rapide, intuitif, émotionnel. Le système 2, c'est le penseur, lent, logique, analytique. Les publicitaires ont compris une chose, c'est le système 1 qui décide de l'achat, sous le coup de l'émotion. Ah, ça c'est tellement moi. J'achète les baskets hors de prix sur une impulsion et c'est seulement après que mon système 2 débarque pour me rassurer. Mais si, c'est un bon investissement, regarde, c'est amorti, cette technologie. Je me justifie à moi-même. On le fait tous. Le vrai travail de persuasion a déjà eu lieu bien en amont, au niveau inconscient et émotionnel. La ligne éthique, elle est franchie quand on utilise ces techniques pour vendre quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du consommateur, en étant malhonnête. Parlons des techniques concrètes, justement. Les publicitaires ont une sacrée boîte à outils. Le grand fantasme, ça a longtemps été les messages subliminaux, non? Oui, alors ça, il faut tout de suite le dire, c'est un mythe. Une de nos sources, Wikipédia, retrace très bien l'histoire. Tout part d'un type, James Vicary, en 1957. Il a prétendu avoir fait exploser les ventes de Coca-Cola dans un cinéma en insérant des images « buvez du Coca-Cola » d'une fraction de seconde dans le film. Sauf qu'il a avoué des années plus tard avoir tout bidonné. L'expérience n'a jamais pu être reproduite sérieusement. Attends, mais il y a quand même eu des scandales, non? Je crois me souvenir d'une histoire en France dans les années 80. Absolument. En 1988, juste avant l'élection présidentielle, le visage de François Mitterrand est apparu très brièvement dans le générique du journal d'Antenne 2. Ça a fait un foin pas possible. Techniquement, l'image était trop longue pour être subliminale, mais ça montre à quel point le sujet est sensible. En réalité, les techniques les plus efficaces sont beaucoup plus visibles. Comme l'imitation, par exemple. J'ai lu dans l'article de la SJP un exemple assez fou en Algérie avec des bouteilles de lessive. C'est un cas d'école de manipulation par la confusion. Une marque concurrente a copié la marque leader de façon quasi identique. Même couleur, même forme de bouteille, même typographie. Le but est évident. Tromper le client pressé. Voilà, le client qui va attraper le produit dans le rayon en pensant prendre sa marque habituelle. C'est de la tromperie pure. Et parfois, c'est encore plus subtil. On ne copie pas, on emprunte le prestige de quelqu'un d'autre. C'est ça que les juristes appellent le parasitisme. Ah oui, comme quand une marque qui ne sponsorise pas la Coupe du Monde sort une pub avec un ballon rond et des couleurs nationales pile au mois de juin. C'est exactement ça. Et on a des cas d'école dans nos sources, qui ont fini devant les tribunaux. Volkswagen, par exemple, qui fait une pub avec une de ses voitures sur un court de tennis en terre battue, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Roland-Garros, en plein pendant le tournoi. Alors qu'ils ne sont pas sponsors. Exactement. Ou Winamax, un site de poker qui organise un tournoi dont le prix est un séjour au Festival de Cannes, avec montée des marches. Pareil, ils ne sont pas partenaires officiels. Ils se greffent sur la notoriété et les investissements des autres pour se faire de la pub à bon compte. C'est malin, mais... Mais c'est malhonnête. C'est du parasitisme. On manipule l'image pour créer une association d'idées trompeuses dans l'esprit du public. Et à côté de ça, il y a la technique la plus frontale, la plus brute, le matraquage. La répétition à l'infini. Celle qui nous rend fous devant la télé ou sur YouTube. Et l'article académique utilise un terme très fort pour ça. Il parle de violence psychologique. Ah oui, quand même. L'idée, c'est que cette surexposition, ces pop-up qui cachent le contenu que tu veux lire, ça te contraint. On ne te demande pas ton avis, on t'impose un message. Ça finit par limiter ta capacité de choix et par t'user. C'est une forme de manipulation par l'épuisement. Et cette violence, cette pression, on a l'impression qu'elle est passée en mode turbo avec les réseaux sociaux qui sont greffés à notre main en permanence. On y vient. Et c'est là que l'interview de Mesmer devient éclairante. Il analyse les réseaux sociaux avec son œil d'hypnotiseur, et c'est glaçant. Il explique que la première étape de l'hypnose, c'est de créer un focus, une concentration intense. Et c'est exactement ce que fait notre smartphone. Précisément, on est focalisé sur un petit écran lumineux, coupé du monde. Ça induit un état de conscience modifié. C'est pour ça qu'on perd toute notion du temps. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec ma table en résine. Dans cet état, on est beaucoup plus réceptif, j'imagine. Exactement. C'est là qu'intervient le hook, l'hameçon. Mesmer dit qu'il a quelques secondes pour capter ton attention. C'est pareil sur TikTok ou Instagram. Une vidéo doit t'accrocher en moins de 3 secondes, sinon tu swipes. Et elle est morte.
L'algorithme ne la montrera plus. C'est une guerre de l'attention qui se joue au niveau de notre cerveau le plus reptilien. Il fait une autre remarque qui m'a scotché sur le rythme des images. Il compare les dessins animés de notre enfance à ceux d'aujourd'hui. Oui. Il dit que dans les années 70-80, un plan pouvait durer 10-15 secondes. On avait le temps de s'imprégner. Aujourd'hui, dans un dessin animé d'action, un plan dure 1 seconde, parfois moins. Le but, c'est de ne jamais laisser l'attention de l'enfant retomber, de le bombarder de stimuli. C'est ça. Mais il ajoute une phrase terrible. Avant, on avait le temps de vivre une émotion. Waouh! C'est vrai que ce bombardement constant nous maintient à la surface, dans une sorte de transe de stimulation permanente. C'est une forme d'hypnose collective, en fait. C'est exactement son analyse. On est maintenu dans un état de réceptivité passive, à scroller à l'infini sans vraiment traiter l'information en profondeur. D'accord. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, ce qu'on voit, c'est que la différence entre persuasion et manipulation, c'est vraiment une question d'honnêteté et de respect du libre arbitre. C'est ça. La persuasion, même si elle utilise les émotions, elle le fait au grand jour et pour des raisons qu'elle assume. La manipulation, elle, avance masquée. Elle utilise la confusion, l'agenda caché et des techniques psychologiques pointues pour nous faire prendre des décisions qu'on ne prendrait pas autrement. Et ces techniques sont partout, de l'ancrage émotionnel qui lie Nike à Federer, au parasitisme qui s'accroche à Roland-Garros, jusqu'à l'architecture même de nos fils d'actualité, conçus pour nous mettre dans un état quasi hypnotique. Ce qui soulève une question importante et un peu inquiétante pour finir. Toutes nos sources montrent comment les publicitaires, les plateformes, cherchent à contourner notre pensée rationnelle, notre fameux système 2. La vraie question qui se pose maintenant, c'est: dans cet environnement pensé pour nous influencer à un niveau inconscient, est-ce que le simple fait de connaître ces techniques suffit à nous protéger et à restaurer notre autonomie? Ou est-ce que la pression psychologique est tellement constante, tellement omniprésente, que notre liberté de choix est de toute façon diminuée, quoi qu'on fasse? C'est la question qui reste ouverte, et il n'y a pas de réponse facile.